En Big 2025, il y a encore des gens qui pensent que faire des candidatures spontanées pour travailler en politique, en administration, dans les relations internationales, ça sert. Non les gars, moi vous savez, je suis honnête avec vous. Ça fait 4 ans que je suis dans ce milieu. Je vous dis pas que c'est impossible, mais moi je vous recommande pas. C'est pas des boulots où ça fonctionne comme ça. Déjà, il y a pas mal de personnes, effectivement, qui peuvent avoir été recommandées. Je suis pas partisane de partir du principe où si vous n'êtes pas recommandé, vous n'allez pas réussir. La preuve, moi, tout ce que j'ai eu, c'était pas par recommandation, mais parce que je l'ai arraché à la sueur de mon front. Ce que je peux vous garantir, c'est que ça fonctionne par offre d'emploi. S'il y a une offre qui existe sur un type de poste qui vous intéresse, ils vont mettre l'annonce et en fonction de l'annonce, ils vont recevoir les candidatures. Je vous dis de regarder les directions qui existent pour que vous puissiez scanner quels sont les domaines qui vous intéressent, quelles sont les expertises que vous avez envie de vous spécialiser, y compris dans votre choix d'études. Parce que les études, les amis, c'est bien beau, mais c'est beau quand vous pouvez en faire des applications. Là où les gens vont être vigilants, c'est pas forcément par rapport à l'école que vous aurez choisi, mais ça sera par rapport aux matières que vous avez fait dans cette école. Si vous voulez aller bosser à la direction de l'Union européenne, par exemple, il faut que vous ayez fait quelque chose qui est spécialisé dans l'Union européenne. Et c'est ça qui est important. Après, vous mettez pas non plus le stress, surtout si vous avez déjà terminé vos études et que là, vous êtes en recherche. C'est pas parce que vous n'êtes pas un spécialiste non plus que vous pouvez pas y aller. Si vous avez fait dans vos choix d'activités extrascolaires beaucoup de choses en lien avec ces thèmes, vous pourrez. Si vous parlez certaines langues aussi, vous pourrez. Gardez bien en tête qu'à chaque fois que vous envoyez un message à quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là et que vous lui dites « je te fais passer mon CV », en vrai, ça sert pas à grand-chose parce qu'il n'y a pas d'offres qui ne sont pas prévues. En plus, avec les restrictions budgétaires et les réformes budgétaires, on fait pas pondre des postes comme ça. C'est des choses qui sont pensées, écrites à l'avance, où le service, il est quadrillé, etc. On sait que quand quelqu'un part, quelqu'un peut arriver. On sait qu'on va avoir potentiellement une ouverture de poste, mais ça va être une peut-être par service. Et c'est vraiment pensé ou anticipé à l'avance. C'est très très rare de pouvoir faire des passes D comme ça. À la limite, 6 mois en partant, je sais que mon poste il se libère, je peux dire à mon entourage écoutez, candidatez parce que la fiche de poste elle va sortir. Les candidatures spontanées, c'est un peu du tout ou du rien parce que vous ciblez pas grand chose, c'est pas assez précis. Oui bonjour, j'ai telle compétence et je pourrais peut-être vous aider. Oui, mais pour faire quoi exactement précisément? Il faut que vous adaptiez au futur métier que vous allez avoir. Donc oubliez les candidatures spontanées les gars. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu comment est-ce que tu peux améliorer ton CV si jamais tu veux travailler dans le monde politique, dans un ministère, auprès d'un député, dans l'administration, voire même dans les relations internationales. Donc n'oublie pas d'enregistrer ou même peut-être de t'abonner parce que la prochaine fois on parlera des lettres de motivation. Je te parle bien entendu avec mon point de vue, donc c'est le regard que je peux avoir là-dessus, que ça soit parce que j'ai fait passer des entretiens quand j'étais à l'Assemblée auprès d'une députée pendant 1 an et demi, mais aussi quand je suis rentrée au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Quand je suis partie, j'ai dû recruter la personne qui venait après moi, ce qui a permis que je puisse observer 2-3 petites choses. Et pour ce qui est de l'Assemblée, je suis aussi retournée à la source pour voir avec mes potes qui sont encore députés ou collaborateurs ce qu'ils en pensent et comment est-ce que eux ils continuent de recruter. Première chose, vous mettez bien votre photo sur le CV, hein. Il n'y a pas d'histoire de je cache ma tête, non. Ils ont besoin de savoir à qui est-ce qu'ils s'adressent, qui est-ce qu'ils auront dans le bureau à côté d'eux, donc mettez bien votre photo. Faites très attention au titre de votre CV. Votre titre dépend de l'offre d'emploi. Et si jamais il n'y a pas d'offre, vous mettez le type d'offre qui existerait pour le poste que vous cherchez. Ça aide le recruteur à savoir ce que vous pourriez apporter à l'équipe. Vous allez mettre collaborateur parlementaire en stage, communication sur la légistique, le côté plutôt législatif. Évitez les titres trop pompeux, chef de cabinet d'une permanence parlementaire. Arrêtez ça. Sur le format du CV, moi j'aime bien quand la photo est en haut à gauche, mais j'ai parlé avec des RH en entreprise cette fois qui m'ont dit que la photo à gauche c'était le passé, la photo à droite c'était l'avenir. Bon, vous faites ce que vous voulez de cette information. Moi mon CV, je mets toujours ma photo en haut à gauche. Et c'est sur ce côté-là que je vais mettre mon numéro de téléphone, mon mail, sur la petite bande là, comme ça. Vous mettez que vous parlez des langues, vous mettez les niveaux de langue officielles, A2, B1, etc. Pas moyen, intermédiaire, non. Pour ce qui concerne les voyages, les hobbies, etc. Quand vous en mettez des tonnes, ça fait aussi fils à papa qui se la pète. Je vous le dis, alors que moi-même au début, je mettais des voyages, etc. Mais on m'a dit, si c'est pas des longs séjours vraiment utiles, tu veux bosser pour un député qui est président du groupe France-Turquie. Là, t'as fait un long séjour en Turquie, tu le mets, ça s'est passé dans le cadre d'un échange, ça va te donner une plus-value parce que tu crées encore une fois un lien avec ton interlocuteur qui va te recruter. En fait, dans ton CV, tout est une question de plus-value. Allez à l'essentiel, soyez factuel. Quelles sont les informations qui vont te rendre spécial? Alors, si vous voulez travailler dans la diplomatie ou au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, comment est-ce que ça fonctionne en termes de RH? T'envoies ta candidature, qu'est-ce qui se passe? Toi, t'envoies ta candidature, les RH, elles reçoivent ta candidature. Elles vont trier. C'est pas trier par internet, ok? On n'est pas sur Parcoursup. Dites-vous, c'est vraiment des gens qui vont voir les CV et après, les CV, ils envoient genre une batterie de peut-être, je sais pas moi, 5-10 CV au service concerné. Le service, il retrie les CV qui peuvent l'intéresser et après, le service vous contacte pour les entretiens. Voilà. C'est pas les RH qui vous contactent pour les entretiens. Les RH, ils vous contactent pour vous dire la suite.
Mais quand vous candidatez en stage, vous envoyez vos infos, il y a un tri qui est fait, le tri est envoyé au service et le service va vous envoyer des demandes pour les entretiens. Je peux vous en parler parce que moi-même je l'ai fait. Genre moi-même j'ai fait passer des entretiens pour la personne qui allait me remplacer. Ne pas abandonner, ça fait partie du process. Dis-toi que les RH, elles vont voir ton nom à plusieurs reprises et que tu finiras malgré tout à entrer dans leur scope et que si jamais il y a une offre à laquelle tu vas pouvoir correspondre, elles pourront te plug dessus. Il faut aussi savoir que ça fonctionne par différentes directions. Au sein du ministère, on va avoir des directions géographiques, politiques en centrale. On va aussi avoir les ambassades, les consulats, mais ça vient dans un second temps. Parce que là, je pars du principe où tu veux travailler à Paris ou à Nantes ou à La Courneuve. Donc, en fonction des différentes directions, il y a des postes qui existent et qui vont être directement mis sur Passgouv. Bien entendu, c'est extrêmement concurrentiel, mais ça n'empêche pas que tu puisses être pris. Tu vois, moi, quand j'ai fait mon stage à la direction de la communication et de la presse à Paris, au Quai d'Orsay, j'avais pas été pistonnée, je connaissais pas forcément les gens, etc. Donc, j'ai vraiment parlé de mon parcours et montré en quoi ce que je savais faire pouvait match avec l'offre. C'est aussi l'erreur que parfois vous pouvez commettre, c'est que vous allez parler de l'offre sans faire de lien entre vous et l'offre. Et vous allez partir du principe où si vous avez jamais fait des stages à l'étranger ou si vous venez pas de Sciences Po, ça va pas marcher. Ce n'est pas vrai.